talent de l'architecte Pierre David est connu par les plus grandes universités de France et d'Amérique. Il vient d'être propulsé au devant de la scène internationale, en arrivant parmi les 3 finalistes du concours pour le Memorial du World Trade Center. Immergé depuis plusieurs mois dans le cœur de New York, il nous présente son Manhattan. Ce qui est très surprenant dans la presqu'île de Manhattan, c'est qu'au fond, la forme de la presqu'île elle-même ressemble à un embarcadère. C'est-à-dire qu'on entre dans cette presqu'île et on a le sentiment d'être déjà reparti, ou peut-être même pas encore arrivé. Manhattan a une forme de presqu'île qui se situe sur une grande baie. C'est un espace protégé naturel. De part et d'autre, 2 grands fleuves, l'Hudson River à l'ouest et la l'East River à l'est, qui tous les deux débouchent sur une baie qui elle-même va se jeter sur l'océan. Donc Harlem, le Queens, Brooklyn, Staten Island et Manhattan. Et sur cette île de Manhattan, Central Park qui se situe ici. Là, il y a les 2 eaux qui se mélangent ici, l'eau de l'Hudson River et l'eau de l'East River, juste là au pied de la Statue de la Liberté. Là, on entre un peu dans la presqu'île comme sont entrés les millions d'immigrants. Pas très loin de Battery Park. Et c'est ici qu'étaient les 2 tours du World Trade Center. Hein. Elles étaient juste devant nous, là. New York est une ville hyper dense. Et il est bien difficile d'entrer dans cette ville qui se présente d'une façon très frontale. En effet, on va remarquer donc le skyline new-yorkais un peu comme un mur. Quand on arrive de très loin, et peut-être même de l'aéroport, JFK, eh bien ce que l'on voit de la ville de New York, c'est ce qu'on appelle le skyline, c'est-à-dire le profil haut des tours. Et puis en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que assez rapidement, le profil redescend et puis il va remonter à nouveau assez brusquement sur une partie de la ville que l'on va appeler donc Midtown. Quand on regarde dessous, sous la toile, sous le profil new-yorkais, eh bien on va s'apercevoir que la roche-mère affleure au niveau du downtown, affleure au niveau du midtown, et ici par contre s'effondre et laisse place à des zones de marécage. Donc au fond, ce qui est très étonnant à New York, c'est que ce que l'on voit n'est que la manifestation de quelque chose dessous, caché. La logique est dedans, la logique est dans le sol. Et ce que l'on voit n'est que la manifestation de cette logique interne. Eh bien, pour accrocher certainement ce territoire-là, eh bien, on va inventer une grille. 12 avenues rectilignes, parallèles les unes aux autres, qui vont du nord au sud, 155 rues, qui vont, elles, être orientées est-ouest. Eh bien, à un certain moment, on va se poser la question de quelle place on fait à la nature, puisque la ville, au fond, fabrique un tissu extrêmement urbain, extrêmement
bien, quand cette grille se met en place, elle fait place tout de même à un chemin qui est le chemin des Indiens, qui est ce chemin qui est Broadway. Ce chemin d'Indiens, il menait certainement donc du nord vers le sud. Et cette diagonale, elle va créer des événements extrêmement beaux, extrêmement saisissants, qui vont créer donc des éléments hétérogènes dans cette grille totalement homogène. Et là, le Flatiron est un élément extrêmement vertical, très plat. Un des premiers buildings new-yorkais, un des premiers bâtiments très hauts. Et donc le Flatiron, qui est construit en 1903 par Burnham, est en fait un bâtiment qui n'est d'autre que la parcelle multipliée par 20. Donc en fait, c'est le building, c'est au fond cette superficie au sol qui va être multipliée. Alors, il est ici en 1903 avec le Flatiron, et on va passer à un autre bâtiment qui est le Woolworth Building en 1913. Alors là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la base, qui est la succession comme ça verticale de ces différents étages, va s'arrêter à un certain moment, et au-dessus va apparaître une tour. Et on passe ici sur l'Equitable Building en 1915. Eh bien, on va monter comme ça, et on va multiplier par 60 fois, donc, la superficie de la parcelle. Ce bâtiment-là va faire peur aux New-Yorkais, puisque la lumière ne va plus rentrer à l'intérieur même des rues qui jouxtent ce bâtiment-là, et ça va créer un effroi incroyable parmi les New-Yorkais. Et c'est donc en 1916 qu'il y a cette fameuse loi de zonage qui va complètement redessiner le skyline new-yorkais. Et en fait, cette loi de zonage, elle est extrêmement simple. Elle consiste à dire que sur une parcelle donnée, donc, les étages vont pouvoir monter jusqu'à un certain moment. Et à partir de là, il y a un retrait successif qui va s'opérer et va donc permettre à la lumière d'entrer patiemment le long du bâtiment pour venir éclairer jusqu'au plus bas les rues. New York est une multiplication d'effets et une collection de bâtiments qui vont se représenter. Un peu comme le Chrysler Building ici, un peu comme ici l'Empire State Building. Et donc voilà, ce sont un peu comme des pinceaux au ciel qui viennent comme ça frotter les étoiles et frotter le dessous du ciel. Tiens, alors là, c'est un bâtiment extraordinaire puisqu'on est vraiment à l'origine de l'elevator, de l'ascenseur. Voilà, le premier ascenseur, Otis, eh bien, il est fabriqué pour ce building, celui-ci. Et voilà, ce building est toujours là. Et l'ascenseur aussi, du reste. Bah, évidemment, on n'aurait pas pu construire les buildings sans avoir inventé l'ascenseur auparavant. Alors, ce qui est aussi extrêmement intéressant dans ces bâtiments sur la grille, c'est que non seulement ils cherchent à constituer des façades, mais aussi à créer des angles et à faire tourner l'espace sur l'angle. Alors celui-ci, dans le bâtiment rouge, ce bâtiment ne sait plus s'il est sur Broadway ou il est sur une rue sur Broome. Est-ce qu'on est devant un palais italien? Est-ce qu'on est devant une architecture néoclassique? Est-ce qu'on est dans un bâtiment qui n'est ni un palais italien ni une architecture néoclassique?
on est à Broadway. C'est ça la spécificité de Broadway. C'est tout ça à la fois. C'est la mixité. C'est le lieu de tous les possibles. On cherche. Ce qui est passionnant ici dans ces bâtiments à Broadway, c'est que certains d'entre eux ne cachent plus leur structure, ne cachent plus leur squelette. C'est-à-dire que la pierre disparaît au profit de cette structure qui devient une peau qui viendra donner toute la qualité au bâtiment. Jusque dans les années 60, c'est un bâtiment extrêmement mat, extrêmement cossu, très lourd, et la structure métallique qui est, elle, derrière, est totalement cachée. Jusque dans les années 60, où là, avec Maison Darrow et le Seagram Building, cette structure va réapparaître, va s'exprimer pour donner encore plus de verticalité. À partir de 1811, la question est de savoir qu'est-ce qui reste à conquérir. C'est-à-dire qu'on a conquis au fond la presqu'île elle-même, on a conquis le sol par-dessus cette grille, et donc se pose la question de mais qu'est-ce qui reste à conquérir? Et là, je pense que le dernier objet à conquérir, c'est le bloc. Le bloc, lui, il est situé entre 2 avenues et 2 rues. Donc c'est au fond un peu comme si dans cette cité qui est Manhattan, eh bien, il y avait toute une série de villes qui pouvaient se construire sur chacun de ces blocs. Et là, il y a aussi l'idée qu'au fond, les promoteurs, les architectes vont pouvoir dialoguer entre eux par blocs interposés. C'est-à-dire qu'au fond, c'est à celui qui va prendre le bloc dans sa totalité et va construire une utopie. On est donc ici au cœur du Midtown à Manhattan, dans un des endroits fétiches des architectes, le Rockefeller Center, où une des premières choses que Wood va faire, c'est de creuser le bloc. C'est de ne pas utiliser le bloc dans sa totalité, ou bien l'utiliser, mais ne jamais le remplir totalement. Et par conséquent, il va creuser à l'intérieur du bloc, il va retirer de la matière. Et en retirant de la matière dans ce bloc, eh bien, il va créer au cœur même du bloc de l'espace public, qui sont les piazzas, qui sont les allées à l'échelle de l'homme. Ici, c'est que les bâtiments du Rockefeller, de l'ensemble du Rockefeller, entrent en conversation. Ils sont solidaires les uns des autres. Et ils sont solidaires les uns des autres pour constituer en bas un espace public. Oui, la rue que l'on voit là n'est pas une rue, hein. C'est un espace créé par le Rockefeller Center. Ce qui est une nouveauté et ce qui va être utilisé par la suite dans d'autres œuvres d'architectes comme Maison Darrow quand il travaillera sur le Seagram Building. So we go further. Yes. Where do you want to go? Asia Society? We want to go to the Seagram Building, which is on the right, but I will tell you where it is. I think it's 2 blocks or 2 or 3 blocks, sir. Le Seagram Building, qui est ce bâtiment construit par Maison Darrow sur Park Avenue, sur une avenue légèrement en pente,
est peut-être le paradigme de la sobriété, peut-être le summum de la sobriété et de l'élégance à New York. Il se retire de l'alignement de la rue, il va créer ici une piazza pour les gens, pour qu'ils puissent s'installer et déjeuner entre midi et 2 heures. Il se relève très légèrement, l'espace vient glisser sous le bâtiment. Ce bâtiment de Mise en Darrow, le Seagram, est fascinant parce que, au fond, ce n'est pas simplement la rue qu'il veut construire, c'est aussi son espace de représentation en se retirant de la rue, en créant un nouvel alignement à l'intérieur même du bloc. En créant cet espace de représentation, il crée aussi peut-être un des premiers espaces publics à New York. Et donc, 1, on est sur une presqu'île fermée. 2, on est dans une grille définitive. 3, on est dans un bloc qui est déjà déterminé. 4, on a une loi de zonage qui constitue le gabarit du bâtiment. Qu'est-ce que fait l'architecte? Eh bien, l'architecte, il rêve. New York, bien sûr, on est dans la rue, bien sûr, on est dans le mouvement au niveau du sol, bien sûr, on lève les yeux, mais c'est aussi un autre paysage qui n'est perceptible qu'au-delà du 20e étage. Et quand on est au-delà de ce 20e étage, ou peut-être même du 25e étage, là, il y a une chose extraordinaire qui apparaît. Il y a l'invention d'un nouveau sol, celui-là même que l'on avait perdu de vision quand on était au niveau du vrai sol. C'est-à-dire qu'au fond, cette grille qui était en bas et qui n'est pas réellement lisible, eh bien, elle est remontée. Et en remontant, elle reconstitue un nouveau sol sur lequel il sera possible de fonder une nouvelle ville. Si on sait que New York, c'est toute une série de quartiers avec des humeurs très différentes, on pourrait se poser la question de qui est-ce qui fait le lien entre tous ces quartiers. Alors bien sûr, c'est la grille qui fait le lien, mais je crois que c'est soi. Ce qui fait le lien, c'est la grille, et c'est un sujet qui marche dans cette grille. Ok, donc là on quitte Greenwich Village, on croise la 9e avenue et on va entrer dans Meatpack, qui est le quartier où sont installés toutes les hangars à viande. Marchand de légumes. Alors vous allez voir, c'est assez étonnant parce que c'est dans ce quartier-là où l'on va aussi retrouver les boutiques les plus chics. New York, ville ouverte, tout est possible. Alexander McQueen qui cohabite avec les carcasses de viande. Ça, c'est un peu les boutiques qu'on retrouve rue du Faubourg Saint-Honoré. Elles sont ici entre des camions de viande et... Non mais moi je me demande comment la soie peut rencontrer ces carcasses. Ils sont plus là dans 2 ans, eux. Hein. Ou peut-être. Enfin, il faut le souhaiter du reste. Voilà les grandes structures complètement déglinguées qui vont certainement rester le jour où Chanel va s'installer là au rez-de-chaussée. Vous voyez la porte ouverte, eh bien c'est Chanel dans 2 ans.
May I have a plain potato knishes, please, hot? Le Lower East Side est un quartier extrêmement poignant, extrêmement émouvant, puisque c'est au fond le lieu où l'Amérique a commencé, le continent américain s'est peuplé à partir de cet espace-là. C'est un lieu où les Irlandais ont côtoyé les Espagnols, où ils ont côtoyé les Roumains, où ils ont côtoyé les Russes, ils ont côtoyé les Yougoslaves. C'est dans cet espace-là que tout s'est constitué. Cette ville raconte l'odyssée humaine, raconte l'odyssée des cultures et des civilisations qui ont bougé tout autour de la planète. Elle raconte évidemment le drame de cultures qui sont parties de leur territoire, qui sont parties pour venir ici s'inscrire dans une nouvelle dimension possible. New York exprime tous ces désirs, toutes ces lueurs aux yeux que les hommes ont pour construire une vie meilleure. Et New York sans cesse raconte cette histoire-là. C'est d'ici que les premiers immigrants sont arrivés. C'est ici qu'ils ont souhaité conquérir ce nouveau territoire. C'est ici qu'ils sont aussi espérés. Donc ici à Battery Park, au bout de la presqu'île de Manhattan, au fond peut-être que si les New-Yorkais descendent ici en fin d'après-midi le dimanche, c'est peut-être pour se souvenir d'où ils viennent. Il y a ici un moment assez délicat, assez fragile, où les deux continents viennent se plier, le continent américain et le continent européen. Et je crois que pour nous tous, être là, c'est être aux origines.